Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver ce matin au World Forum, Forum mondial de l'économie responsable. Alors, on a la chance de pouvoir s'entretenir. Enfin, j'espère déjà que vous avez passé une bonne matinée. Est-ce que vous avez passé une bonne matinée? Ouais, intéressant. Bon, on va continuer à creuser dans les sujets qui nous animent aujourd'hui. Alors, le thème, c'est à contretemps, et je pense que ça va être la question qu'on va poser à Florence ce matin, finalement, si le projet qu'elle a porté chez Bayard Presse était à contretemps ou dans le temps. Peut-être, ça sera l'occasion de se poser la question. On a une demi-heure tous ensemble. Je vais interroger Florence pendant une vingtaine de minutes, et puis on aura une dizaine de minutes pour éventuellement recueillir vos questions. Je m'appelle Pierre Arlot, je travaille pour l'entreprise Rigolo comme la vie, qui est un groupe de crèches du Nord, et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Florence Guémy. Florence Guémy, directrice générale sortante du groupe Bayard Presse. Peut-être pour qu'on se présente et que l'auditoire prenne un moment pour vous connaître. Dites-nous en un mot votre parcours. On a échangé avec Florence. Moi, j'ai compris que tu avais fait un parcours initialement dans le chiffre, dans un milieu des lettres. Tu étais originaire du contrôle de gestion, puis tu es passé dans les RH avant de devenir directrice générale de Bayard Presse. Finalement, qu'est-ce que tu as tiré de ce parcours? Tu m'as parlé de la richesse humaine, et je pense que peut-être ça expliquera, ça éclairera le projet dont on va parler aujourd'hui, qui est celui de l'entreprise à mission, sur lequel tu as mis l'entreprise Bayard récemment. Oui, voilà, on va partager le micro. Bonjour à tous et merci de votre accueil. Effectivement, je viens de sortir de Bayard après 36 ans d'implication dans cette belle maison. Peut-être vous dire quand même en deux mots, vous connaissez peut-être Bayard, mais je peux peut-être rappeler que c'est une entreprise de médias qui a été fondée il y a 150 ans et qui est la propriété d'une congrégation de prêtres qui s'appelle les Augustins de l'Assomption, ce qui est un actionnariat évidemment très, très, très original. Bayard a été construit, c'est pas anodin par rapport au sujet de l'entreprise à mission, dans une logique justement de projet, de mission, puisque la mission, c'était vraiment l'éveil spirituel par l'éducation et l'information des hommes et des femmes et des enfants de notre temps. Il y a 150 ans, on crée un magazine qui s'appelait Le Pèlerin. Aujourd'hui, Bayard, c'est La Croix, le journal quotidien, mais c'est aussi une grande part jeunesse. Vous connaissez peut-être Pomme d'Api, Poppy, Tom Tom et Nana, J'aime lire, enfin, voilà. Et puis, un peu plus tard, nous avons acquis Milan à Toulouse, qui était voilà, des publications complémentaires à celles de Bayard. Donc, une entreprise de médias sur différents marchés, par construction entreprise à mission dès l'origine, et Bayard s'est souvent revendiqué œuvre entreprise, œuvre prioritaire sur l'entreprise, l'œuvre parce que le projet comptait plus que tout, et entreprise parce que il faut bien gagner un peu sa vie pour pouvoir pérenniser l'entreprise. En ce qui me concerne, tu l'as dit, j'ai fait quasiment tout mon parcours professionnel à Bayard. J'ai démarré au contrôle de gestion à la jeunesse, j'ai participé à la co-entreprise avec Gallimard Jeunesse, j'ai travaillé aussi avec Milan, dont j'ai été directrice générale, cette entreprise qui avait été acquise sur le tard pour essayer de fédérer la partie jeunesse de l'entreprise. Et puis ensuite, j'ai été nommée au RH avant d'être nommée pendant 7 ans au directoire où j'ai pu porter pleinement ce projet de l'entreprise à mission. Alors, quand on a une entreprise qui a 150 ans d'histoire, est-ce qu'elle a encore besoin d'avoir une mission? C'est pas clair au bout de 50 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, tiens, on va affirmer cette mission? À quoi ça sert? Alors effectivement, ça n'allait pas de soi, et notamment pour l'actionnaire qui ne comprenait, pour qui la mission existait, elle accompagnait le projet, elle accompagnait les origines de l'entreprise. Donc cette notion de mission, évidemment, n'était pas très facile à partager et à rendre nécessaire. Alors moi, j'ai vécu évidemment toute, je dirais, la manière dont Bayard a porté son projet historique avec des textes très longs, des textes très intellectuels, des textes très impliqués et très nourri sur son projet pour la société. Ces textes étaient nourris tous les 10 ans, changeaient, étaient actualisés, etc. Et puis, lorsque j'étais au RH, je me suis rendu compte que c'était très difficile pour les salariés de parler simplement de l'entreprise et surtout d'exprimer simplement aussi pourquoi ils s'engageaient. Parce que c'est une entreprise qui est réputée faire en sorte que les personnes très naturellement s'impliquent parce qu'on sent bien qu'on est sur un projet de bien
bien commun, que si on travaille pour les enfants, c'est aussi pour les aider à grandir. Si on travaille pour les lecteurs de notre temps, c'est aussi pour accompagner les seniors et qu'ils se sentent utiles pour la société. Donc cette notion d'engagement était naturelle, mais elle était très difficile à exprimer parce que l'entreprise est très variée, très diverse. Elle fait de la presse, elle fait de l'édition, elle fait du numérique, différents publics. Voilà. Et donc, quelqu'un m'avait dit, mais finalement, il faudrait que Ginette à l'accueil puisse dire ce qu'est Bayard. Et effectivement, dans cette logique d'engagement, je me suis dit, tiens, il y a la loi Pacte qui est sortie en 2019. Cette loi, elle nous donne peut-être une méthode, un processus pour réfléchir à la manière d'exprimer ce que Bayard recouvre comme projet. Et donc, on s'est lancé dans l'expression de la mission. Alors, on n'avait pas du tout en tête qu'on aboutirait et qu'on serait entreprise à mission. Pour l'actionnaire, c'était inaudible. L'idée, c'était simplement d'entrer dans un parcours d'expression. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Pardon. Non, mais je t'en prie, quand tu dis on, oui. Du coup tu dis mon actionnaire n'était oui. pas forcément favorable. Oui. Alors le on, de qui est-il fait? Oui. Parce que je pense qu'au sein du World Forum, il y a une communauté d'entreprises qui est très sensible à la notion d'entreprise à mission. Certains sont déjà en route, d'autres pas forcément. Et du coup, c'est intéressant de se dire avec qui je constitue mon équipe pour aller convaincre un actionnaire qui est peut-être pas toujours, qui va dire... économique, ok, humain, ok, mais économique d'abord peut-être. Tout à fait. Dans cet équilibre de l'entreprise à mission, de qui tu t'es entouré et finalement, qu'est-ce qui t'a permis, parce qu'à un moment donné, l'actionnaire n'était pas d'accord, puis à un moment donné, il est allé avec toi. Et qu'est-ce qui a fait cette bascule? C'est quoi ce moment où tu étais un peu à contre-temps et puis finalement, tous les temps se sont alignés? Oui. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'effectivement, la gouvernance de l'entreprise, c'est un directoire. Ce fut un directoire de 4 personnes dont je faisais partie. Et quand je dis « on », effectivement, je pense collectif assez naturellement, puisque j'ai toujours participé à cette gouvernance collective. Il se trouve qu'au sein du directoire, j'avais un allié magnifique qui était un membre de l'actionnaire, de l'Assomption, qui était directeur général et qui m'a beaucoup encouragée. J'avais aussi créé une direction de la RSE 2 ans plus tôt, avec une personne qui était évidemment une alliée majeure. Et j'avais la DRH de l'époque qui était aussi très sensible au sujet, comme certains salariés d'ailleurs. Mais c'est vrai que le sujet, encore une fois, n'allait pas de soi pour l'actionnaire, mais aussi pour certains salariés qui facilement pouvaient opposer RSE et business, mission et RSE. Voilà. Donc, quelque part, la conversion, pour prendre des mots, s'est faite dans la logique très progressive qu'on a pu avoir. Encore une fois, on a écrit à plusieurs mains cette fameuse raison d'être, mais avant d'écrire la raison d'être, on a écrit un manifeste. La logique était vraiment d'actualiser les choses. On a associé tous les salariés dans des groupes de travail. On a été chercher des publics extérieurs qui ne connaissaient pas l'entreprise, des jeunes de la société civile qui ont réagi au projet. On a été solliciter les publics, etc. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de mots renouvelés aussi pour parler de Bayard et que ça lui donnait une modernité et un renouvellement d'implication qui pouvait être fructueux. J'avais aussi dans mes alliés l'ancien président de Bayard qui était très brillant dans l'animation de groupe et il a animé le comité de surveillance avec un brio magnifique pour lui faire aussi partager le projet. Donc tout le monde était embarqué dans ce projet, finalement, au moins pour l'écriture de la raison d'être. Voilà. Donc la raison d'être a été publiée dans les statuts en 2022, voilà, à l'automne 2022. J'allais te demander, alors quand est-ce que tout ça est arrivé, donc 2022. Donc ça veut dire qu'entre la loi Pacte, ça a pris 2 années à peu près? Ça a pris du temps, ça a pris 2 années, oui. Il y a eu beaucoup de débats en interne. Je vous donne un exemple. Nous sommes donc une entreprise de source catholique, d'origine catholique. Et la question était de savoir si on le disait ou on le disait pas. Ça a été des combats très impressionnants. Oui, parce que finalement, 150 ans d'histoire, une mission d'information... des fondateurs toujours présents. Exactement. Qu'est-ce qu'apporte la mission en plus dans cet environnement? Parce que c'est singulier. Alors, la mission, effectivement, alors, ça dépend de quel point de vue on se place. De mon point de vue, la mission, elle représentait une capacité de mobilisation collective, une capacité d'appropriation par les salariés du projet, une capacité aussi de réinvention et d'innovation possible dans une période très chahutée. Les médias aujourd'hui sont très malmenés, la crise est profonde, il y a une transformation digitale qui est très lourde financièrement, etc. Et donc c'est clair qu'il faut se réinventer,
Il faut tout le temps se réinventer, mais surtout en ce moment. Donc pour moi, l'enjeu de cette mission, c'était effectivement de pouvoir nommer ce qui nous guidait, l'étoile du Nord, l'étoile polaire du long terme. Et c'était ensuite, via les engagements que prévoit l'entreprise à mission, de nous guider sur les axes prioritaires ou les axes d'implication qui pouvaient nous amener à nous mobiliser. Donc ça, c'était vraiment un premier élément qui était très important. L'élément que j'ai plutôt vendu à l'actionnaire pour basculer dans l'entreprise à mission, c'est d'une part le recrutement des jeunes générations, avec vraiment très lisiblement la recherche de sens qui est très décisive dans cette nouvelle génération. Les services recrutement nous le disaient bien. Ils étaient parfois en difficulté pour pouvoir exprimer véritablement avec des preuves et des éléments de conviction en quoi Bayard était singulière par rapport à son projet initial. Et donc cette raison d'être et cette mission qui est une implication, qui est un engagement, qui est suivi par un organisme extérieur, etc., donner des gages et des preuves de cette implication. Donc ça, c'était très important pour les jeunes recrutés. Ça a été important aussi pour la politique de croissance externe que nous avons menée pendant une certaine période. Nous avons réussi à aller chercher des jeunes entrepreneurs qui ont fait le choix de partenaires industriels un peu moins avec un peu moins d'argent, un peu moins de moyens, mais en même temps impliqués et engagés comme nous. Et c'est vrai que c'était aussi un point très, très, très important. Et puis aussi, par rapport à l'État, avec les subventions de la presse, etc., être pionnier en matière de médias dans l'entreprise à mission était pour nous aussi un gage je dirais, d'affinité avec les enjeux que déployait l'État au travers de cette loi Pacte et qui en plus nous allait très très bien. Voilà. Merci Florence. Je vais faire un petit sondage. Est-ce qu'il y en a parmi vous dans la salle qui travaillent actuellement dans des entreprises à mission? Si c'est le cas, levez la main. 1, 2 personnes. J'ai une deuxième question pour ceux qui n'auraient pas levé la main. Est-ce que vous saviez que le groupe Bayard était entreprise à mission? 2, 3. Je vois beaucoup de gens qui font non comme ça de la tête. Alors du coup, qu'est-ce que ça peut amener dans le changement de perception? Tu parlais de parties prenantes. On a compris que de l'accueil jusqu'au directoire, t'es saisi. 2022, c'était il y a 2 ans. On est en 2024. On a évoqué, quand on échangeait, que le premier rapport de mission a été publié. De quoi a été fait ce chemin dans ces 2 années? Et tu parlais d'une certaine urgence, d'impératif de se transformer. Comment cette mission d'entreprise a fait évoluer le tempo peut-être de cette transformation pour aller chercher peut-être le lectorat, les partenaires publics dont tu parlais, l'État? Qu'est-ce que ça change dans ce rapport des 2 ans? Qu'est-ce que tu as mis? Alors, il y a une première grande étape qui est le fait de s'instituer entreprise avec une qualité de mission. Et ça, c'était le 1er janvier 2023, parce qu'entre le moment où on a publié la raison d'être et le moment où on est devenu entreprise à mission, il s'est encore écoulé du temps. Mais je dirais que ce n'est pas une fois qu'on est entreprise à mission que tout est gagné. C'est une fois qu'on est entreprise à mission que tout commence. Bon. Et on n'a pas l'habitude de parler, de beaucoup communiquer sur Bayard. On communique sur nos marques, sur nos produits, avec nos publics. On ne communique pas beaucoup sur Bayard. Et dans mon esprit, effectivement, l'enjeu de la mission, c'était aussi de rassembler Bayard, d'unifier l'entreprise, surtout dans cette période très chahutée. Donc, effectivement, il y a un enjeu de communication, mais qui n'a pas démarré. Parce que, de notre point de vue, il fallait déjà commencer à élaborer ce rapport de mission qui va sortir, qui n'est pas encore sorti, qui vient juste d'être établi. Et à partir de ce rapport de mission qui établit les preuves et qui donne des éléments de langage et qui donne des éléments de réassurance aux salariés, comme quoi aujourd'hui, ils sont déjà bien dans le registre des engagements que nous avons prévus. Voilà, que les choses sont en place et que les choses peuvent vraiment s'afficher comme étant très, très cohérents et très vertueux. Donc voilà, donc la communication externe n'a à peine démarré. C'est pourquoi vous ne le savez probablement pas. Pour ce qui concerne l'interne, effectivement, on a démarré tranquillement. On s'était fixé une diffusion générale. Certains membres du COMEX l'ont fait très volontiers, avec beaucoup de fierté. D'autres l'ont fait avec plus de difficulté, dans une logique de dire oh, c'est le groupe, nous on est un secteur, on a nos propres engagements, on n'a pas trop envie d'être embêtés. Et c'est vrai que j'ai pas toujours eu des alliés partout dans l'entreprise. Donc c'est des choses qui prennent du temps. Et le membre de l'actionnaire qui m'avait beaucoup aidé m'a dit mais ne t'inquiète pas, on a 150 ans. Donc là tu prépares les 150 ans qui viennent. Donc ne stresse pas, on prend du temps. Et l'autre point, c'est qu'on a quand même utilisé cette qualité d'entreprise à mission, notamment dans le dialogue social, parce que dans les périodes difficiles de restructuration qu'on a inévitablement dû engager, j'ai eu beaucoup la question, mais Florence, on est entreprise à mission, et qu'est-ce que tu nous proposes? Alors,
c'est vrai que c'était intéressant de réfléchir à l'aune de cette qualité, parce qu'il est clair que l'entreprise à mission n'immunise pas contre la dureté des temps, mais l'entreprise à mission nous a guidés sur le chemin d'un dialogue social très exigeant et sur un comment qui soit cohérent et exemplaire. Donc comment on restructure? On ne restructure pas en posant des variables d'ajustement, en se disant voilà, c'est quoi la marge qui me manque, donc il me faut 50 salariés en moins et je m'en porterai mieux, j'aurai moins de frais fixes. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de se dire comment je porte les projets, comment je fais de la prévention sociale, comment à cette occasion on a lancé une GEPP. Alors pour certains qui ne sont pas forcément dans ce registre-là, la GEPP, c'est le fait d'accompagner les différentes carrières professionnelles et les métiers, pour voir les métiers qui ont de l'avenir, ceux qui en ont moins, et en fonction de la projection des métiers, former les gens, les préparer à des passerelles ou à évoluer dans l'entreprise ou à l'extérieur. Voilà. Donc on a mis en place tout un schéma de prévention, d'accord d'entreprise avec les partenaires sociaux, de manière à ce que les syndicats, les salariés touchés par des restructurations puissent se projeter dans des outils, dans des schémas pour eux qui soient rassurants, parce que organisés, concertés, négociés avec les partenaires sociaux. C'est très intéressant, parce qu'on peut avoir le sentiment que c'est pas quand c'est dur qu'on va faire l'entreprise à mission. Oui. Et au contraire, dans ce que tu dis, si, parce que justement, ça donne un cap où ça peut accompagner sur des décisions où il faut allier ces deux-là. Absolument. Mais c'est vrai que, encore une fois, je ne le pressentais pas au moment où on a lancé le projet. Parce qu'on a lancé le projet au sortir de la Covid, et on était très très fort à la sortie de la Covid. Beaucoup de parents s'étaient réfugiés dans l'utilisation de nos titres de presse ou d'édition pour pouvoir occuper leurs chers enfants pendant qu'ils faisaient du télétravail à la maison. Donc ça marchait très bien. Et puis les choses se sont dégradées avec les contextes que vous connaissez. Donc effectivement, les moments étaient plus difficiles, et c'était d'autant plus important d'avoir cette mission, parce que c'était important de naviguer dans les dilemmes entre le court terme et le long terme. Le court terme de l'adaptation, et on n'y échappe pas, et c'est nécessaire, on est une entreprise. Mais le long terme de la mission qui nous guide sur les choix à faire, sur les priorités à prendre en compte, et sur ce quoi on ne doit pas transiger ni faire de compromis. Voilà. Ce que tu disais avant, c'est un petit peu comme si l'idée de ne pas être à contre-temps, c'est aussi savoir parfois prendre le temps. Absolument. De mettre en place ces prendre choses. Le temps et avoir confiance aussi. On voit bien que tu parlais, j'ai pas évoqué nos publics, mais on voit bien que nos publics, souvent les jeunes parents, sont très touchés par ces sujets de société, cette question de la RSE. Ils nous demandent des comptes aussi sur les fabrications en Chine, sur les primes gadgets qu'on peut donner avec certains abonnements pour les vendre mieux, etc. Donc tout ça, ça nous provoque. Et donc le fait d'avoir un cheminement qui nous aide justement à nous désensibiliser de tous ces sujets, à être plus vertueux, même si au fond du fond, et c'est vrai, c'est nos contenus qui sont les plus forts, c'est nos contenus qui poussent à agir, c'est nos contenus qui transforment aussi la société. Le fait d'être une entreprise avec sa matérialité exemplaire était un point extrêmement important, y compris dans cette période. On a dû renoncer à des marges importantes en renonçant à des croisières, par exemple. On a une offre de services de croisière auprès de nos publics. On a renoncé à des croisières qui étaient, à nos yeux, qui faisaient du mal à la biodiversité. Ça a été très difficile pour moi, parce que certaines personnes assez haut placées m'ont dit que j'étais idéologue, etc. Mais voilà, j'avais beaucoup d'alliés aussi dans l'entreprise, parmi les jeunes notamment, les jeunes nouvellement arrivés. J'ai senti qu'il y avait vraiment que le clivage était doucement en train de s'adoucir, et que finalement, en allant chercher les gens là où ils étaient, sur des sujets de conviction qui prenaient leur place dans l'entreprise doucement. Le journal La Croix a créé une rubrique économie et transition. Voilà, tout ça a commencé à prendre forme en même temps que ce sujet de l'entreprise à mission trouvait sa place dans l'entreprise. Et tout ça apporte une vague qui est très très intéressante, et dont j'espère qu'elle se poursuivra après mon départ. Tu saurais nous dire la mission, la rappeler peut-être pour le public, ou l'expliciter? Alors elle est longue. Comme l'histoire de Bayard. Oui, la mission, alors il faudrait que je vous la nomme, c'est ça, que je vous la dise. En gros, c'est au travers de 1000 regards, 1000 sensibilités, Bayard accompagne tous les publics à chaque étape de leur vie. Elle veut aider chacun et chacune à se sentir mieux avec soi-même, mieux avec les autres, préparer les générations prochaines et le monde vivant, le protéger, et puis donner toute sa place à l'imagination et à la création qui nourrissent l'âme et la vie. Et la mission se termine, enfin la raison d'être,
par créons des liens fertiles. Donc cette question du lien, de la relation, qui est centrale, évidemment, dans le projet initial de Bayard, qui était centrale pour moi lorsque j'étais DRH, où je disais aux gens, aux managers, vous avez deux enjeux, vous avez un enjeu de résultat, mais vous avez un enjeu de relationnel, et les deux, parfois, doivent se côtoyer, mais n'abandonnez pas la relation, c'est décisif. Voilà, donc la mission porte ça, et derrière, effectivement, on a créé, je ne l'ai pas dit, mais un fonds de dotation qui s'appelle Agir pour une société du lien. Donc cette notion de la relation, encore une fois, au cœur de ce fonds de dotation, qui est tout frais, qui a 1 an et demi, et qui veut justement nourrir cette mission en allant chercher des publics empêchés, des publics qui n'ont pas naturellement accès à l'information et à la culture, parce que Bayard, c'est une entreprise qui vend ses abonnements, enfin, même, voilà, et puis parce que parfois, culturellement, les publics n'ont pas forcément la possibilité d'entrer en lecture, même dans J'aime lire, qui est travaillé justement pour être au plus proche de l'accessibilité pour les enfants. Voilà, donc le fonds de dotation est là aussi pour nourrir tout ça. Donc on continue on a rajouté des points pour accompagner le projet. Donc, le fonds de dotation Agir pour une société du lien. Société du lien. Voilà. Donc je pense que pour les personnes qui sont dans la salle et pour ceux qui sont sur Internet, c'est possible de consulter l'action de ce fonds. Bien sûr, allez sur le site et surtout, vous avez peut-être entendu parler du projet Faut qu'on parle, qui est un projet qu'on a lancé entre La Croix et le magazine Brut. Le 23, donc samedi dernier, il y a eu le week-end avec 6000 personnes formées de binômes qui se sont vues dans des cafés, à la Maison de la Conversation à Paris, dans différentes villes de France. C'était la première étape, la première expérimentation. C'était magnifique et l'enjeu, c'était de faire s'exprimer des personnes entre elles qui avaient répondu à un questionnaire qui montrait qu'ils avaient des avis totalement opposés sur des questions extrêmement clivantes. C'était passionnant et c'est vrai que c'était pour nous une marque très très forte pour montrer la possibilité dans cette société fragmentée de retrouver du lien, de retrouver de l'écoute, de retrouver de la relation, de retrouver un échange constructif, même quand on n'est pas d'accord. Ouais, c'est très impressionnant les retombées. Une dernière question avant qu'on ouvre à la salle, Florence. L'entreprise est devenue entreprise à mission. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir, toi, accompli ta mission? Et qu'est-ce que tu retiens de ces années à aller sur ce chemin de l'entreprise à mission? Dans une phase de transmission, peut-être? Oui, ce projet m'a tenu à cœur et effectivement, le fait d'avoir réussi à cocher toutes les cases de l'implication d'entreprise à mission m'a beaucoup porté, mais ça m'a beaucoup enrichi, surtout en termes de connaissance de moi-même. Au début, j'avais vraiment une force de conviction et d'enthousiasme, mais qui allait trop loin et trop vite. Et j'ai pris conscience aussi du rapport au temps, même quand on est sûr de soi, même quand on est convaincu de quelque chose, on peut pas forcer les gens à croire quelque chose à quoi ils ne sont pas préparés. Donc j'ai vraiment appris à accompagner et à prendre le temps pour transmettre. Voilà, donc oui, je suis très heureuse de ça. Je pense que c'est un outil pour l'entreprise, pour l'avenir. Je pense que beaucoup de salariés aujourd'hui s'en sont saisis. Je pense que c'est aussi une protection pour l'avenir, pour faire des choix qui soient des choix conformes à l'esprit de l'entreprise, de ses origines. Donc oui, j'en suis très très heureuse. Et puis surtout, c'est un sujet qui m'a permis aussi de rencontrer des personnes fabuleuses. J'ai été membre de la communauté des entreprises à mission. Enfin, je suis rentrée dans un réseau qui est passionnant. Voilà, la CEC, la Convention des entreprises pour le climat des imaginaires. Enfin, c'est un magnifique réseau qui me donne l'impression aujourd'hui que les entreprises commencent à fleurir, qui sont convaincues de cela, et qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est peut-être encore un peu discret. Il n'y a que 1500 entreprises à mission en France aujourd'hui, qui est un peu distrait, mais qui commence à creuser son sillon. Et peut-être que c'est un facteur d'espérance pour le monde qui vient. Voilà, donc c'est un grand plaisir. J'allais dire, il était temps. Très bien. On a un peu moins de 7 minutes. Est-ce que parmi la salle, il y aurait des questions pour creuser? Oui, j'en vois une par là-bas. Si vous pouvez, vous présenter et faire une question courte, comme ça, on peut favoriser la réponse. Bonjour à toutes et tous. Merci infiniment, Madame Don-Rémy. Donc, Yann Uliac du Rameau. J'ai une question, c'est quelle est votre projection sur le futur en 2030? Vous aimeriez que Bayard arrive où? Mon rêve, c'est d'incarner l'économie du lien. Voilà. Bayard est une entreprise de médias, d'écrits, de contenu, de presse, d'édition, etc. On sait tous que, on l'a vu avec le Covid, l'accès au papier, l'accès à l'énergie, c'est compliqué.
On ne sait pas, on voit bien que la lecture, l'usage de presse ou d'édition est un peu moins fort qu'avant. Le numérique est là pour créer un pied de recettes supplémentaires, mais le numérique n'est pas non plus le Graal en termes de rapport à la planète, etc. Donc il y a quelque chose à inventer, de nouvelles médiations à inventer. Et je rêve d'un Bayard, vraiment l'éditeur-médiateur, local, qui a trouvé une économie événementielle, une économie présentielle, une économie de liens, une économie très, très diversifiée, et où, encore une fois, la relation est première dans l'esprit des fondateurs de l'entreprise. Mais je ne sais pas encore sous quelle forme, mais peut-être avec d'autres formes de financement. Le fonds de dotation nous montre d'ailleurs une voie dans des financements par des mécènes ou par des publics qui sont touchés par ce sujet et qui créent des coalitions d'acteurs sensibles à cette question du lien et qui peut-être demain, avec les projets qu'ils développent sur les territoires, peuvent permettre que cette notion de la culture et de l'information soit apportée au plus grand nombre sous des formes différentes. Bonjour, alors le voisin, Jean-Patrice Berche, des Marches Vertes. Merci beaucoup pour vous incarner vraiment, je trouve, ce projet de transformation de Bayard et on sent que vous le vivez. Donc merci pour ça. Moi, en vous écoutant, mon sujet c'est la transition écologique. En vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y a un super exemple et j'aimerais bien que vous me disiez comment on pourrait le transposer. Parce que vous avez défini finalement une mission, enfin une raison d'être, une mission, finalement un projet d'avenir. Vous le faites partager, vous avez dit que tout le monde n'était pas d'accord, mais ça vous donne un guide. Comment on pourrait s'inspirer d'exemples tels que le vôtre pour faire bouger la société dans son ensemble, le monde politique, pour aller vers un projet plus durable ? Déjà, moi je pense que le modèle que Bayard porte, avec sa personnalité, sa distinction, etc., c'est des modèles que d'autres entrepreneurs portent de façon tout aussi sincère. Certains d'entre vous êtes dans la salle d'ailleurs, et j'en ai rencontré beaucoup. Donc, encore une fois, les choses sont en train de monter, se développer. Je pense qu'effectivement, dans le domaine de la presse, c'est très important, et des médias, parce que la qualité de l'information, une information juste, c'est décisif. Pour former des citoyens qui sachent prendre du recul par rapport à l'information et orienter la société dans un sens qui lui soit favorable. Donc, dans les voies par rapport au gouvernement, il y a peut-être un petit indice là qui s'est produit qui était très intéressant. Alors, ça concerne vraiment la presse. Il y a eu les États généraux de la presse qui ont eu lieu il y a quelques mois sous la présidence de Bruno Patino et est sortie de ces États généraux une idée de entreprise à mission d'information et qui devrait satisfaire des critères pour pouvoir justement répondre à toutes les contraintes et les enjeux de garder des journalistes professionnels de qualité, de vérifier l'information, de ne pas succomber à l'intelligence artificielle sans discernement, etc., etc. Voilà, donc il y a des voies qui arrivent. Il semble qu'un projet de loi se prépare sur ce sujet et peut-être que effectivement la loi Pacte qui a quand même été établie en 2019 par le gouvernement de l'époque de Bruno Le Maire pourra avoir sa suite. En tout cas, c'est bien le gouvernement qui l'a institué cette loi. Donc probablement que les choses peuvent continuer. Et je l'espère, en tout cas, même dans les périodes de difficultés comme celles qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est peut-être aussi un élément de temps long, tout ça. Oui. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Sophie Blickman, je suis autrice de livres jeunesse. Alors, pas chez Bayard, j'en ai plus bien chez Milan. Et en fait, je voulais savoir dans quelle mesure le fait d'être devenu une entreprise à mission, ça a vraiment un impact sur le contenu de ce que vous publiez. Est-ce que vous avez des exemples concrets dans l'édition, notamment de choix qui ont pu être faits parce que vous êtes devenu entreprise à mission ? Alors, l'éditorial, en fait, je pense que la question éditoriale de tout temps a été portée dans une logique de valeur de l'entreprise. Donc vraiment, et on trouve l'écologie intégrale dans nos publications. On trouve évidemment beaucoup de distractions, beaucoup de jeux, beaucoup de choses comme ça, mais il y a vraiment un choix qui est fait de répondre aux valeurs de l'entreprise. Donc le choix de l'accueil, il y a beaucoup d'histoires très profondes sur l'accueil de la différence, de l'altérité, des histoires sur le rapport aussi à l'engagement, au climat,
énormément de choses de cet ordre-là. Donc tout ça existe aujourd'hui en édition. C'est vrai que l'édition, c'est des auteurs qui viennent à Bayard, hein, donc c'est un peu différent. Donc on prend les œuvres et on les publie ou pas, on choisit de les publier ou pas. En presse, on a beaucoup orienté des rubriques sur ce sujet de l'aide à agir des enfants. On ne veut pas les désespérer, on ne veut pas leur faire peur, mais on leur donne des éléments de discernement, de compréhension du monde, et on les aide à agir, à faire des expériences, on leur donne des histoires qui sont belles et qui prêtent vraiment à tous ces sujets d'attention sociale, d'attention aux autres, d'attention à la planète. Donc tout ça existe. Je pense que les salariés sont sensibles à cela. On les a vraiment, il y a quelque chose vraiment dans les gènes de l'entreprise, hein. C'est vraiment très très fort. Donc je dirais que du point de vue éditorial, les choses se poursuivent ou se déploient. J'ai raconté tout à l'heure pour La Croix, le quotidien d'information politique et générale, pour lequel ça n'allait pas de soi, pour qui un certain temps, les dirigeants disaient de La Croix, il ne faudrait pas que l'écologie devienne une nouvelle religion. Hein, La Croix, journal catholique. Aujourd'hui, la question n'est plus là. Hein. Aujourd'hui, l'écologie trouve sa place dans La Croix. On a des journalistes de La Croix qui sont spécialisés voilà, en économie durable, etc. Et donc, tout ça, c'est parti. Ça, je pense que l'entreprise à mission a dû aussi semer sa part d'inspiration pour les journalistes. Mais je dirais que l'entreprise à mission, c'est aussi beaucoup dans la relation sociale qu'on peut avoir avec l'interne, dans l'accélération aussi de certains sujets. Hein, par exemple, on a beaucoup de livres qui sont publiés, qui sont produits encore en Chine notamment. Donc tout le travail qu'on fait sur les calculettes carbone, tout le travail qu'on fait aussi sur des projets d'intérêt général, l'abonnement solidaire qu'on a créé pour que les familles presse jeunes puissent offrir un abonnement à un enfant qui en a besoin, des choses comme ça. Tout ça est né de l'entreprise à mission, tout ça commence à naître de l'entreprise à mission. Et je dirais qu'elle inspire les salariés qui sont beaucoup d'entre eux très sensibles à cela sur le terrain. Après, c'est dans les choix et dans les arbitrages que c'est plus compliqué quand c'est au niveau du COMEX, parce qu'en période de difficultés financières, certains choix sont des choix contre la marge, bien évidemment. Voilà. Un immense merci Florence pour la richesse de cet échange. Je retiens, on a regardé l'entreprise à mission au sens de ce que cette mission impacte, c'est-à-dire toutes les parties prenantes. On a beaucoup parlé des collaborateurs, je crois que c'est la fibre RH, mais c'est important. Ce que ça veut dire aussi pour les publics, on parlait de la dimension éditoriale, du chemin que ça représente aussi. Et je crois que Bayard, vu d'ici, vu du World Forum ce matin, a l'air bien parti pour les 150 prochaines années. Bravo, merci de votre venue nous partager votre expérience. Merci. Merci de votre écoute.